15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, acteur, réalisateur, scénariste ou encore producteur. Après ses films Neg Marron et Le Gang des Antillais, Jean-Claude Barny sort son 3e film en salle ce mercredi intitulé Fanon, sur la vie du psychiatre Frantz Fanon en Algérie. L'occasion, comme toujours, et vous le savez, de découvrir notre invité aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Claude Barny. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, ça va très bien. Je suis ravie de vous découvrir aujourd'hui, de découvrir votre actualité dont on va beaucoup parler dans cette émission. Mais l'ADN est précis, tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Alors je dirais authenticité, abnégation et je dirais lucidité. Et lucidité. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission où on démarre toujours par le début, toujours le début. Jean-Claude Barny, vous êtes né un 18 avril dans les années 60 à Pointe-à-Pitre. Vous cumulez des origines de Guadeloupe, Trinidad et Tobago. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors j'ai grandi dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre dans les années 70. C'est des souvenirs qui sont très très marquants parce que aussi il y avait à cette époque-là encore un art de vivre qui s'appelait le rapport humain. Tout simplement. On est souvent nostalgique de quelque chose. Moi, je suis nostalgique de la liberté, le fait qu'on pouvait encore jouer avec les amis, les copains, sans réellement de surveillance. C'est une époque aussi assez bénigne parce que aussi il y avait une grande curiosité, il y avait pas de barrière dans tous les sens du terme. Et je pense que ça nourrit aussi l'adolescent que je suis devenu après en arrivant en métropole. Quel genre de petit garçon vous étiez juste avant d'arriver en métropole et quelle passion vous nourrissiez ? Alors, je pense que je nourrissais une passion qui était plutôt dirigée vers la curiosité. Ça, c'est étrange parce qu'à cet âge-là, on est plutôt très proche des parents, on est encore très dépendant d'eux. Mais moi, j'allais toujours sur un pas de côté. Alors, je lâchais la main de mes parents pour aller voir un peu ce qui se passait plus loin. Et ça, je pense que c'était déjà la grande curiosité qui m'a nourri plus tard. Vous allez devenir autodidacte, vous allez vous former dès l'âge de 16 ans en décryptant dans les salles de cinéma des films d'auteur, d'action ou encore de fiction. Qu'est-ce qui vous passionnait là-dedans ? Qu'est-ce que vous veniez chercher ? Et quels souvenirs cela vous a resté ? Alors, c'était la différence. Clairement, vous savez, les Antilles, c'est quelque chose où il y a une sorte de métissage sincère entre différentes communautés. Nous sommes, alors, pour le schéma un peu basique, c'est une sorte de traite négrière, une traite négrière qui part de l'Afrique et qui atterrit sous les îles des Antilles. Et puis, il y a une sorte de rencontre avec l'Occident qui forme que le noir africain se rencontre aussi l'Occident et forme un peuple entier qui est un peu le métissage premier des deux rencontres. Donc, dans nos sangs coulent les deux volontairement et involontairement. Il y a les deux qui coulent dans nos sangs. Donc, on est dans une sorte de regard dans le monde qui est assez universel, mais à cause de notre natif. On est né de 2 endroits différents. Et je pense que tout ce qui touche à l'autre m'intéresse à la fois intellectuellement et culturellement. Mais vraiment, je suis toujours été attiré parce que je ne sais pas de ce que apporte l'autre, parce que j'ai toujours eu cette idée que parfois, pour être complet, je dois bien comprendre ce que est celui qui est en face de moi. Jean-Claude Barny, à 31 ans, vous allez vous lancer dans la réalisation d'un premier court-métrage tout d'abord qui s'intitule Putain de porte avec Saïd Tag Maoui, Benoît Magimel, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz et Léa Drucker. D'abord, c'est une période où tout ce petit monde n'a pas forcément la notoriété qu'il a aujourd'hui. Comment vous allez vous rencontrer ? Comment ce gage de confiance se fait ? Comment vous allez travailler main dans la main tous ensemble ? Alors c'est très fort, vous savez, c'est une époque où il y avait un lien commun qui s'appelait la musique. Il y avait une sorte de génération qui était totalement en apprentissage d'être des artistes. Au début, on ne savait pas trop si tout le monde allait réussir. Ce qui est très drôle, c'est que quand vous dites tous ces noms-là, on sait ce qu'ils sont devenus. Ouais. Et effectivement, à l'époque... on ne sait pas d'où ils partent. Mais il n'y avait pas un copec sur personne, quoi. Sur personne. Mais par contre, il y avait quand même ces individus qui sortaient du lot. C'était des gens qui étaient beaucoup plus curieux, beaucoup plus affinés et qui avaient aussi beaucoup plus le sens de la liberté que certains et le goût du risque. Est-ce que vous diriez que Mathieu Kassovitz en fait partie ? Je pense que c'était le leader, oui. Ouais.
Non, vraiment. Je dis avec beaucoup de sincérité que Mathieu Kassovitz, de tous les gens que j'ai pu rencontrer par la suite, c'est un personnage, mais hors du commun. C'est marrant parce que vous dites un personnage. Ah ouais. Non, parce que c'est vrai, on a la chance des fois de côtoyer des grandes personnes de nos vies, de nos parents, et puis des rencontres, entre guillemets, de célébrités. Mais je dis avec beaucoup d'humilité, c'est une chance inouïe d'avoir rencontré je vais dire encore un personnage, un mec, pardon, mais brillant. Vous savez, on peut pas arriver là où il est sans être brillant et assumer cette position-là. À la suite de ce court-métrage, puisqu'on parle de Mathieu Kassovitz, il va vous confier la direction du casting du film La haine, un film bien évidemment mythique sur le multiculturalisme, la banlieue, les violences policières. Comment vous avez travaillé ensemble ? Alors, moi, je venais d'une banlieue. Donc, je pense que Mathieu avait envie d'un gage d'authenticité. Il savait très bien que son art et son talent de cinéaste n'allaient pas suffire parce qu'en face de lui, il y avait quand même des vrais propos sociétals et il ne voulait pas les travestir. Donc, il a confié à des postes très précis des gens qui avaient une sorte de légitimité pour ne pas plus tard dire mais c'est de l'imposture, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et je pense que quand il me confie le casting, il sait très bien que mon parcours et mon regard peut servir parce que je vais faire attention à ce qu'il veut, lui déjà. Je ne sers pas ma paroisse, mais je sers en tout cas ses ambitions de raconter une vérité. Et je lui apporte ce que je sais de la banlieue. C'est un casting qui lui permet, en tout cas, de trouver des gens qui vont réellement jouer les personnages que lui a mis à l'écriture. Et la seule chose que je peux dire, c'est que Mathieu avait en tête déjà Vincent, Saïd et Hubert Condé étaient déjà son casting. Moi, j'ai fait que ce qu'il y avait autour de lui. Jean-Claude Bargny, vous nous avez confié il y a quelques secondes que vous-même, vous veniez de la banlieue. Vous avez travaillé sur un film comme La haine. Qu'est-ce qu'on apprend de la banlieue ? Déjà, celle de votre époque et celle d'aujourd'hui, si on peut avoir un regard neuf. Alors, il y a une grande fracture, c'est totalement différent. C'est clair qu'il y a des gens qui sont nostalgiques de cette banlieue parce que quand on arrive dans les années 70 en banlieue parisienne, il y a toutes les communautés qui viennent au même stade que vous. Il y a vraiment toutes les communautés et il y a quand même ce lien commun qui est pas la peur, mais qui est l'angoisse d'un avenir. C'est quand on arrive, on sait pas ce qu'on va avoir dans 10-15 ans. Nos parents travaillent, mais nous, on est là tous ensemble. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir dans ce nouveau endroit où on va vivre ? Et je pense qu'il y a des fortes amitiés qui se lient parce qu'on sait qu'il va falloir compter sur tous et non pas dans une sorte d'égo trip, de division. Et je crois que la banlieue des années 70, 80, 90 jusqu'à 2000, elle comptait énormément sur elle-même. Elle savait que elle voulait s'en sortir. Exactement. Voilà, elle avait envie de ça et on sent que dans votre génération, c'est quelque chose qui ne vous a pas quitté, qui diffère peut-être un peu plus de ce qui se passe aujourd'hui, vous diriez peut-être qu'on est dans une génération un peu plus défaitiste. Non, pas défaitiste, mais il y a quand même quelque chose qui a gagné, qui était le capital. Je pense que quand on parle de s'en sortir, on va le bien commun. On ne parle pas de l'individualité. Ouais. On parle du bien commun. On dit, voilà, on est tous sur le même bâton, entre guillemets, et que s'il a réussi, forcément, il va trouver du travail à l'autre. Et si son cousin, son copain peut trouver une place à un niveau, il va y aller aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus du tout dans ce genre de réflexe. On va plutôt travailler à la fois pas pour soi-même, mais pour démontrer quelque chose qui est plus dans l'égocentrisme. Ouais. Et je crois que la différence, elle est là. Il n'y avait pas une fracture communautaire. Non. Ce qui aujourd'hui est de plus en plus visible. Mais à la fois, je dirais que cette fracture communautaire, elle est là et pas là parce qu'il y a encore autour de nous des bons exemples. C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est dur pour moi d'avoir un regard en disant d'une façon globale, il y a une fracture, quand autour de vous, elle n'est pas. Moi, mes copains, ce sont les mêmes. Ouais. Donc, si je prends mon point de vue, je vais dire, elle n'est pas là puisque mes potes, c'est les mêmes depuis mes 30 ans. Oui, mais ça, c'est votre génération. C'est ma génération. C'est votre génération. Alors, si je parle aux petits frères et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils vont dire, c'est le fil de la vie qui ont fait que parfois, des communautés se sont écartées de d'autres, mais je dirais d'un point de vue géographique. Pas d'un point de vue réellement... parce qu'on croise encore des gens qui sont des différentes communautés et puis ils se parlent. C'est quand vous allez chercher un pain ou vous ne dites pas qu'il vous vend, vous le vend. Ça devient le vendeur. Enfin, il n'a pas réellement il n'a pas une identité propre. Il a une fonction. Mais par contre, c'est vrai que je pense que parfois, il manque dans des quartiers des liens qui pourraient parfois nous replonger dans quelque chose qui est la communauté des communes. Quoi. Jean-Claude Bargny, vous allez, pour justifier tout ce que vous venez de nous dire, vous former, aller voir plus loin, vous allez vous former avec Jacques Audiard, vous allez ensuite réaliser des clips pour la jeune scène urbaine avec beaucoup d'artistes qu'on connaît, Tonton David, Doc Gynéco, Abdel Malik ou encore Meg Marron, d'autres artistes caribéens comme Cassa ou Jane Faustin qui me fait penser à La taille de ton amour. C'est une chanson que j'ai chantée quand j'étais jeune et que j'adorais. Et
Il y a plus de 20 ans, vous allez retourner, vous installer en Guadeloupe pour écrire un premier long métrage, Neg Marron, qui a bien sûr connu son succès, qui soulevait les problèmes de fond d'une jeunesse antillaise qui était désœuvrée et sans avenir parce qu'elle n'avait aucune connaissance de son passé. J'ai envie de dire que peut-être c'est le film, peut-être pas tout à fait, parce qu'on va venir sur le suivant qui arrive dans un instant, mais le film de votre vie, parce que c'est peut-être un sentiment que vous avez vous aussi partagé. Totalement. Non, je merci parce que c'est vraiment la reconstruction de ce qui s'est passé. C'est que quand j'étais ado, il y avait pour moi un manque évident de ma culture et puis surtout dans le fait que j'avais besoin moi de me retrouver, de participer au bien commun. Et vous savez que personne ne peut évoluer s'il ne se connaît pas et surtout partager son histoire. Et je pense que quand j'étais post-ado, tous mes amis avaient une histoire, une culture forte et la mienne a été complètement ostracisée. Et je me suis promis qu'arrivé à un âge où j'étais conscient que ce métier-là m'appelait, que j'allais participer à remplir la grande bibliothèque avec beaucoup d'unités cinématographiques. J'avais cette envie de raconter mes histoires et de dire voilà, je viens de là et ce parcours il est évident et il est bon pour tout le monde. Et on va voir que par la suite, vous allez réaliser Tropique Amer, une série historique sur l'esclavage aux Antilles, un téléfilm, Rose et le soldat, sur l'histoire de la Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, j'ai très envie, je vous dis très sincèrement, de voir ce téléfilm. S'en suivra un second long métrage, Le Gang des Antillais, qui revisite le livre autobiographique du Martiniquais Loïc Léry, incarcéré dans les années 70 pour braquage à main armée. Toujours encore une fois, la complicité plus ou moins présente de Mathieu Kassovitz. Est-ce qu'on pourrait considérer, Jean-Claude Barny, qu'au cœur de votre art, il y a un rappel à vos racines que vous voulez défendre peut-être toujours comme une mission ou en tout cas de façon évidente pour vous? De façon évidente parce que je pense sincèrement qu'une fois qu'on se connaît très bien, on a moins peur de l'autre. Et pour moi, il fallait absolument que je sois heureux et joyeux d'être ce que je suis et de me défendre aussi si jamais quelqu'un rentrait dans une caricature, un préjugé à mon encontre. Alors, je suis très frappée par la phrase que vous venez de dire, qui est quand on se connaît très bien, on a moins peur de l'autre pour toutes les raisons que l'on connaît dans la période difficile que nous sommes en train de vivre, évidemment. Mais parce qu'aujourd'hui, vous sortez un film que j'ai trouvé très intéressant sur le plan psychique, déjà parce qu'il y a de la psychiatrie, mais aussi parce que j'estime tout à fait personnellement être face à un personnage très contrasté, avec un côté tout noir, un côté tout blanc, le côté de l'ombre, le côté de la lumière, un personnage avec divers regards sur ce qui l'entoure et qui fait que justement on peut peut-être aujourd'hui se dire que la vie c'est peut-être aussi la nuance et pas la radicalité. Totalement. C'est un mot que j'emploie tout le temps, la nuance. Et aujourd'hui ça semble être ça, la radicalité quand on entend un petit peu la presse. Je mets toujours de la nuance dans ce que je fais et c'est exactement le travail que j'essaie d'inculquer. C'est qu'on ne peut pas définir quelqu'un par un seul global et qu'il faut accepter ses parties d'ombre, ses lumières aussi, et qu'on est traversé par une sorte d'humanité qui fait qu'on est des êtres humains. Et sinon, on ne l'est pas. On devient ce qu'on appelle un psychopathe. Si vous détachez la nuance de ce qu'on est, vous êtes un psychopathe, donc une maladie mentale, une pathologie. Vous sortez un troisième film qui s'intitule Fanon, en salle ce mercredi, joué par Alexandre Bouillet, Déborah François, Stanislas Mérard, Olivier Gourmet, vous les avez choisis, donc j'imagine bien. C'est une histoire vraie sur la vie de Frantz Fanon. D'abord, pourquoi vous êtes intéressé à son histoire, qui, je le sais bien, a une part très importante dans votre vie, et qui était-il par la même occasion? Pour moi, le fait de m'intéresser à Fanon, c'est aussi nous rappeler qu'on a aussi un devoir de mémoire, mais aussi une mission chacun parcourir. On ne peut pas à longueur de journée s'apostropher, on ne peut pas à longueur de journée faire fi de l'histoire si on ne regarde pas exactement ce qui a été pour nous très important. Et Fanon, c'est un médecin psychiatre qui arrive en Algérie en pleine époque coloniale, qui a un parcours très important parce que c'est un Martiniquais qui a dans son parcours historique l'esclavage, la colonisation et ce qu'on appelle la discrimination. Donc il sait de quoi il parle. Il est chargé de quelque chose qui est très lourd. Et malgré le fait que ce soit un noir martiniquais, il arrive à s'intéresser à l'autre. Sa bonté d'âme fait que lui-même est déjà discriminé, mais il arrive à voir ce que a l'autre de meilleur. Et c'est pour ça qu'il choisit des études de psychiatrie, parce qu'il sait que tout va passer par la psyché, par l'éducation. Et à un moment, et ce qu'on essaie de raconter dans le film, c'est qu'on essaie de démontrer, à travers, j'espère, un film qui est relativement bien fait, que le racisme, c'est aussi systémique. On n'est pas raciste, on ne devient pas discriminant. On le devient parce qu'il y a des ancrages, il y a une éducation qui tout doucement vous fait partir sur une voie qui ne vous rend pas heureux. Moi, je connais aucun personnage qui discrimine l'autre qui est heureux dans sa vie. C'est une sorte de cancer intérieur qui pourrit l'intérieur de l'être et surtout qui a une sorte de réverb sur sa famille.
Et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui le sont, qui pourraient le devenir, ils ne sont pas vraiment heureux, et ils rendent aussi malheureux celui dans lequel ils discriminent, mais aussi soi-même. Et la nature humaine est faite pour avoir de l'amour et du bonheur, et non pas le contraire. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont commence ce film et la manière dont il termine. On voit un crabe. Ce crabe-là, c'est une sorte de coutume quand on est petit aux Antilles. J'avais envie de vous poser la question au démarrage de cette émission, où on demande à l'enfant d'aller quelque part je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais se battre, ou plutôt combattre le crabe. Et on voit que finalement, à la fin, on va raconter évidemment ce qu'il y a au milieu qui est le plus intéressant dans cette histoire. La manière dont Fanon finit sa vie, c'est en étant tué par ce crabe, qui est le cancer. Ouais. Non, c'est vraiment une littérique. Ce qui m'intéresse aussi, moi je suis aussi un cinéaste et j'adore aussi, non pas les contes, mais les récits un peu épiques. Et pour moi, commencer par cette rencontre avec son destin qui est le crabe, et chez nous, comme vous l'avez dit, c'est aussi un rite, c'est le fait, on appelle ça pendant les Magras, on part chercher le crabe, et c'est aussi une sorte de fracture avec l'enfant qu'on est pour devenir adolescent. Oui, c'est un peu comme la bar mitzvah, je me permets. Pardon, c'est exactement ça. Nous avons pratiquement dans toutes les coutumes quelque chose qui rappelle justement le passage dans l'adolescence. Et Fanon, il se fait attrapé par les pinces par le crabe, et il est marqué à jamais. Et c'est ça sa mission. C'est qu'on lui dit petit, un peu comme Arthur et son épée, c'est que voilà, il a une mission, il faudrait qu'il l'assume jusqu'au bout. Et à la fin, ce crabe, qui est d'abord un rite communautaire et populaire, devient aussi le cancer. Et le crabe, pour moi, c'est vraiment cette variante-là. Le cancer de sa leucémie. Jean-Claude Barny, il y a une phrase dans le livre réel de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, qui s'intitule comme cela, qui dit « Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ». On va écouter tout de suite la bande-annonce. Aux colonies, l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je vais travailler avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Voilà pour la bande-annonce du film Fanon en salle ce mercredi, Jean-Claude Barny demain. Pour récapituler très brièvement sur le démarrage de ce film, Frantz Fanon arrive en Algérie en période coloniale, on est en 1953. D'abord, il est embauché dans un hôpital psychiatrique qui traite les déficients mentaux avec des méthodes de travail qui le sont pas du tout de façon à prioriser l'humain, ce que lui va venir d'une certaine manière changer, donner de l'âme un petit peu aux choses, donner envie à tout simplement des patients d'aimer la vie, de faire des choses, de jouer, de s'amuser, de jardiner. Là-bas, on ne considère pas les patients et il dit cette phrase, ce ne sont pas des prisonniers, vous allez apprendre à vivre avec eux. Cette phrase est bien sûr merveilleuse et il va observer sur ces patients ce que vous appelez les conséquences désastreuses psychologiques entraînées par la situation coloniale, que vous appelez la psychiatrie coloniale. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ? Bien sûr, je pense qu'à chaque fois que la colonisation s'est mise en place, d'abord, elle ne cesse de déshumaniser l'être humain. Ensuite, ça rend des traumas, ça diminue, ça inflige aussi des choses qui sont réductibles et irréductibles parce que c'est des choses qui se propagent aussi de famille en famille. Et Fanon a fait un travail avec beaucoup d'autres, et je pourrais parler d'aujourd'hui de Toby Nathan, on fait un travail de désaliénation. Il est important pour nous de savoir que les conséquences de certaines choses qui se passent aujourd'hui sont d'abord le fait de choses qu'on n'a pas assumées, qu'on n'a pas regardées et qu'on n'a pas travaillées.
C'est pour ça que la psychiatrie est très importante et la psyché. C'est que souvent on pense que ça appartient à nos arrière-grands-parents, mais comme pour la chose, il y a des choses qui traversent le temps. Évidemment. Et si on n'étudie pas et si on ne comprend pas tous ces relents, on a des fois des réflexes qui sont de stratégie de survie. Ça se transmet dans le sang de génération en génération, ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, Exactement. évidemment. Sa présence en Algérie à Fanon va lui donner du fil à retordre à tous les niveaux. Le rythme, il est lent. La musique, elle dit tout. Les mots sont très forts. Jean-Claude Bargny, vous abordez la question de l'aliénation, notamment avec une scène de dialogue où vous dites c'est le regard de l'autre qui fait le juif, le noir et le fou. Le fou étant ici l'Algérien. Est-ce que vous pensez que le regard qu'on porte sur ces trois est le même et en quoi? Il n'est pas le même parce qu'il y avait quand même une sorte de hiérarchisation pendant l'époque de la colonie algérienne. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même il y avait comme quelque chose qui était unique, c'est que les peuples opprimés qui étaient le peuple algérien pendant la colonisation et que le peuple juif était dans un bien commun. C'est-à-dire que même si la France a voulu les départager et les hiérarchiser, entre eux, il y avait quand même un lien commun. Et on le voit dans le film. Hein. Quand Fanon arrive à l'hôpital, il réunit... Alors, tous les médecins français s'en vont parce qu'ils refusent de travailler avec un noir. Mais lui, il réussit à recapitaliser et à réunir une équipe qui est composée de médecins juifs et de médecins algériens. Et pour moi, c'est le point de départ du film. Et non pas qu'il faut lutter contre l'occupant d'une façon définitive, mais c'est de bien comprendre pourquoi il se décide d'être occupant. Et il y a une phrase qui est très forte chez Fanon, c'est qu'il ne conçoit pas de désigner quelqu'un, le colonisé et le colon. Pour lui, ce sont deux personnes qu'il faut soigner en même temps. Oui, et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il va faire. De toutes les façons. Et tout le long du film, c'est la démonstration, à travers quand même du cinéma et puis des acteurs qui ont été formidables, mais de montrer que ce parcours, cet homme exceptionnel qui était Fanon, c'était déjà un fédérateur sur ce qu'on appelle aujourd'hui un humaniste. C'était vraiment pour moi un des premiers humanistes qu'on a souvent malheureusement laissé de côté. Alors, je me permets, dans ce film, évidemment, il est un militant anticolonialiste et on comprend, c'est ce qui fait tout le contraste selon moi, qu'il est un colon aussi pour tous, à tous les égards, pour les Français qu'il est censé être, puisque les Français le rejettent en tant que noir, et d'une manière aussi, les Algériens qui ne sont pas forcément fans de lui quand il arrive dans leur pays. Il est noir, c'est évident que... Et pour autant... Il va se ranger de leur côté, il va participer à la résistance. Est-ce que cela fait pour autant de lui un sage selon vous ? Quel est votre regard par rapport à ça ? Moi, mon regard d'homme noir, c'est que je ne peux pas aussi me défaire de ce que je sais. C'est-à-dire que quand on fait un film, on est au courant de ce qui se passe autour de nous. On n'arrive pas à dire on va faire un film avec une certaine béatitude. On sait que clairement que dans tous les endroits où Fanon a dû se battre, c'est dans des endroits où il y a eu du racisme. Et le racisme qu'il rencontre à l'Algérie, c'est parce qu'évidemment, il y a une éducation qui fait de l'homme noir un sous-homme. Et il faut aussi qu'il apprenne qu'en face de lui, les gens, en tout cas, de ce qu'on appelle aussi les indigènes, le craignent parce qu'ils ont un regard sur lui de préjugés, de caricatures. Donc, dans les deux côtés, même ceux qui veulent l'aider, il faut aussi qu'il les réinstruise, entre guillemets, pour lui faire comprendre que non, sa couleur n'est qu'une sorte de point de regard, mais que d'abord, on s'intéresse à un homme. Et qu'en soi, c'est pas la couleur qui les intéresse, c'est vraiment l'humanité qu'il y a entre nous. Et lui, le premier. Et je pense que la force de Fanon, c'est que malgré toutes les blessures et les claques raciales qu'il peut prendre des deux côtés, comme vous dites, il assume qu'il a une mission et c'est de réunir la population, les peuples, pour un bien commun. On va en parler évidemment encore avec vous dans un instant. Jean-Claude Bargny, vous êtes venu nous voir pour la réalisation et vous êtes également auteur du film Fanon en salle ce mercredi sur la vie du psychiatre Frantz Fanon. On revient dans un instant juste après le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, et le ministre des Finances ultranationalistes, Bezalel Smotrich, en déplacement en Judée-Samarie, réaffirment leur refus de voir l'autorité palestinienne
reprendre le contrôle de ce territoire. L'année dernière, le record de démolition de constructions arabes illégales en Judée-Samarie a été battu, a notamment souligné à Bezalel Smotrich. L'opposition israélienne qualifie le revirement du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur la nomination du chef du Shin Bet d'atteinte à la sécurité nationale. Ce n'est pas un poste que l'on annonce et que l'on regrette après 24 heures à cause de quelques cris, a notamment réagi sur le réseau social X hier Lapid, le leader du parti de centre-droit Yesh Atid. L'armée israélienne a éliminé un haut responsable du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit. C'est la deuxième frappe en moins d'une semaine contre la capitale libanaise. En France, au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen à une peine de 5 ans d'inéligibilité, le Rassemblement national lui prépare un grand meeting de soutien à Paris. Ce meeting sera organisé soit ce dimanche, soit le suivant et les alliés européens du RN seront sans doute invités à participer. Enfin, les députés devraient adopter dans l'après-midi une proposition de loi sénatoriale pour sortir la France du piège du narcotrafic. De vifs débats se sont déroulés pendant une semaine sur ce texte clé de la politique sécuritaire du gouvernement. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve évidemment à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mes chroniqueurs et Jean-Claude Barny sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. À l'approche de Pessah, perpétuons ensemble la tradition de solidarité en participant à la campagne unitaire des paniers de Pessah, de l'Écuge et de ses partenaires. Aucune famille ne doit être laissée de côté. Votre générosité leur permet, dans la discrétion et la dignité, de faire leurs courses dans des commerces partenaires afin de célébrer la fête comme il se doit. Pour donner, Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e, 01 53 20 52 52 et don.écuge.fr/Pessah. Serfant en retour. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous, avec mon invité Jean-Claude Barny, auteur-réalisateur du film Fanon en salle ce mercredi sur la vie du psychiatre Frantz Fanon. Évidemment, nous en parlions pendant le début de cette émission. Jean-Claude Barny, dans ce film-là, on parle évidemment de la résistance algérienne qui rappelle peut-être aussi la résistance qu'a vécue Frantz Fanon au cours de sa vie, dans le démarrage de sa vie évidemment, avec des sentiments contrastés de façon très personnelle. Il observe alors deux mondes, le colon, le colonisé, la confrontation, la surpuissance et peut-être aussi l'agressivité. On va écouter un extrait. Une société qui accule ses membres à des solutions de désespoir, à la violence, est une société non viable. C'est une société à remplacer. Le devoir du citoyen, le vôtre, le mien, est de le dire. Le peuple colonisé est présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, incapable de gérer ses propres affaires, sans histoire. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Et la première chose que l'indigène apprend à faire, c'est à rester à sa place. Voilà, un petit extrait de votre film, Jean-Claude Barny. Déjà peut-être une réaction. Non, ce qui est dur, c'est que parfois, quand on enlève l'image, il y a encore plus de sens parce qu'on a dans nos mémoires des choses qui font écho. Et je pense que c'est ça où le cinéma a une force, c'est qu'il nous permet des fois de prendre du recul et de se sentir bousculé. Ça va tellement vite à l'extérieur que l'art engagé a encore quelques mérites. En quoi vous considérez que ce film est nécessaire aujourd'hui, Jean-Claude Barny ? Moi, je pense qu'il en est dans un contexte sociopolitique sur lequel que les bonnes personnes n'interviennent pas. Moi, je viens d'une époque, où dès qu'il y avait besoin d'un sachant, c'était souvent les historiens qui venaient nous dire le pourquoi du comment, et puis ça apportait vraiment un vrai parti pris. Ils nous expliquaient factuellement
ce que l'histoire nous avait enseigné et que comment on pouvait aussi en apprendre. Et malheureusement, je pense qu'on est à une époque où fatalement il y a une grande redistribution des richesses. Je pense que c'est le problème du capital, c'est ça qui fait que partout dans le monde, ça, même en Afrique, ça pète. Hein. On ne va pas dire que c'est que dans le Moyen-Orient. Même chez moi, il y a vraiment, même aux Antilles, il y a vraiment une déflagration énorme sur un non-sens sur la répartition de l'argent, et qu'il y a des peuples qui ont envie de retrouver une certaine dignité, ça c'est une chose. Mais derrière tout ça, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que la cohabitation, que l'énergie des gens est primordiale. Et c'est ça que je ne comprends pas pendant toutes ces années où on est passé par tellement d'atrocités. Avec beaucoup d'humilité, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à se raisonner. C'est un truc qui me sidère, c'est que on n'apprend pas de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Je pense qu'on fait tout le temps les mêmes bêtises. Et chaque génération, malheureusement, a son agenda personnel, et on va laisser, encore une fois, derrière nous, un désastre monumental et que d'autres vont réparer. Et puis, on va se forcer d'oublier, et puis ça recommencera peut-être pas, j'espère. Jean-Claude Bargny, pardon de revenir encore une fois sur ce film qui m'a laissé un sentiment très partagé entre j'aime ce que je vois et je ne le comprends pas, pour une raison qui est très simple. Je trouve que cet homme, il est très humain. On le voit, et il y a une phrase où quelqu'un vient le voir, un sergent, qui lui dit « Tuer, c'est mon métier. Je croyais que le vôtre, c'était sauver des vies. » Et je pense que tout est là, quelque part. On a le sentiment, puisque vous démarriez cette émission en disant qu'on a la sensation qu'il faut bien se connaître avant de traiter et de s'ouvrir aux autres. Est-ce que finalement, pour vous, Frantz Fanon, il se connaissait si bien pour quelque part venir épouser un combat qui n'est pas forcément le sien, en prenant parti et en n'étant pas dans la nuance, puisque nous aimons cela tous les deux? Qu'en pensez-vous? Très bien. Non, c'est très bien, parce que c'est exactement ça. Je voulais pas du tout faire quelqu'un qui était, entre guillemets, dans le blanc-seing. C'est quelqu'un qui doit être dans la nuance. Des erreurs, on en fait. Fanon en a fait. Et quand on traite d'un personnage aussi fort, je voulais absolument pas faire un genre de... Alors, je sais, avec beaucoup de retenue, un Martin Luther King qui n'a zéro défaut. Fanon avait des défauts. Et c'est pas des défauts, c'est des défauts d'humain. À un moment, il se doute. Et il doute de là où il va. C'est d'abord un médecin psychiatre. Et c'est la guerre qui l'entraîne dans un chemin qui lui-même n'était pas forcément convaincu. Et donc, quand la mort arrive, il se demande est-ce que c'est bien son chemin, est-ce que c'est là où il doit aller. Et c'est pour ça que dans ce film, c'est un film qui est profondément humain. Et comme on disait tout à l'heure, les parties d'ombre sont assumées. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir ce film, pour se faire sa propre idée, évidemment. C'est toujours très important de se faire sa propre idée de l'histoire. Jean-Claude Bargny, vous restez avec nous parce que maintenant, on va vous emmener au théâtre. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Claude Bargny, bonjour à toutes et à tous. Cher Jean-Claude Bargny, Frantz Fanon, que vous célébrez dans votre dernier film, s'est battu, comme vous l'avez dit, toute sa vie, avec un humanisme et une analyse scientifique de médecins psychiatres pour désaliéner des malades victimes de racisme et de colonisation. Et en 1936, 20 ans avant, il y a un écrivain américain qui s'appelle William Faulkner et qui écrit l'un de ses chefs-d'œuvre qui s'appelle Absalom, Absalom. C'est l'histoire d'un homme blanc qui se fait renvoyer par un esclave noir quand il sonne à sa porte à l'âge de 12 ans. « Fais le tour de la maison », lui demande-t-il. Une metteur en scène, qui s'appelle Séverine Chavrier, s'est plongée dans ce roman fleuve incroyable, inspiré d'un épisode biblique, pour en créer un spectacle magistral qui convoque en même temps l'art de l'acteur, la vidéo, la danse décalée et la musique. Eh bien, j'ai vu ce spectacle explosif au dernier festival d'Avignon, puis en tournée, et il est présenté en ce moment au théâtre de l'Odéon. Alors, de quoi parle-t-il ? Nous sommes dans l'état du Mississippi, en pleine guerre de sécession en Amérique, entre le nord et le sud. Les champs de coton sont emplis d'esclaves noirs et la ségrégation fait rage. L'intrigue est une véritable descente aux enfers, celle d'un héros blanc qui s'appelle Thomas Stupin, qui passera sa vie à nourrir un sentiment de vengeance en multipliant les actes pervers et violents pour asseoir sa domination de blanc et sa vengeance. Son but, c'est fonder une dynastie, bâtir une grande maison en multipliant les mariages, les enfants, tout en pourchassant chaque goutte de sang noir. Sa descendance sera finalement gangrénée par le racisme, l'inceste, l'infanticide, en écho justement à l'épisode biblique. Alors l'œuvre, elle fait parler une flopée de personnages dans la tourmente de la ségrégation et de la violence. Il faut dire qu'en 1860, la victoire d'Abraham Lincoln à l'élection présidentielle avait entraîné
une sécession de 7 États du sud des États-Unis qui souhaitaient maintenir l'esclavagisme. Comment alors Séverine Chavry a-t-elle mis en scène un roman aussi complexe, Hélène ? C'est un véritable défi, Cyrielle, parce que ça semble incroyable. En fait, c'est un spectacle total qui multiplie les images, les mouvements, le son, avec des interprètes étonnants. Le plateau est recouvert d'une terre noire, comme si on sortait d'un incendie. Face à nous, un immense écran de cinéma expose les plans rapprochés des comédiens qu'on ne voit pas directement. Il y a une voiture qui débarque sur la scène, feu allumé, dans lequel une bande de jeunes gens s'amusent. Ils se précipitent dans l'immense maison, ils disparaissent derrière l'écran et on ouvre chaque pièce. Et il y a un jeu démoniaque qui s'instaure entre le plateau, l'écran, avec de petites caméras. Donc c'est mélange théâtre et cinéma qui traque les émotions de chaque personnage. Il y a un guitariste sur la scène qui accompagne ces êtres qui sont comme drogués dans leurs dérives sexuelles, perverses, comme pour montrer comment les Américains ont échoué à habiter un pays dévoré par les massacres des Indiens et des Africains, puis de la guerre civile. Et sur scène, il y a même, parmi les comédiens, le petit-fils du poète martiniquais Édouard Glissant, qui s'appelle Pierre Artière-Glissant, et c'est un spectacle qui rend un bel hommage à son grand-père. Il y a aussi des danseurs et des performeurs sur scène. Oui, Cyrielle, il y en a beaucoup, oui, parce qu'il y a 12 interprètes, donc il y a beaucoup de monde qui se partagent le plateau. Alors ça dure 5 heures. Waouh. Ça dure 5 heures avec un entracte. Si vous fumez, oubliez. Voilà, exactement. Le son est quasi saturé, la vidéo varie les effets en noir et blanc, sépia ou flouté. Avouons-le, c'est un spectacle qui part un peu dans tous les sens, il ne respecte pas du tout la chronologie du roman. On est un peu perdu, mais, il emporte la violence du bouquin, sonore, visuel, la perversité des situations, chahutée par une sono très puissante. C'est un peu un théâtre de foire, un peu effrayant, avec une maison hantée, mais aussi des dindons qui se baladent sur le plateau, un chien qui cavale, un boa sur un micro. Les lumières sont magistrales. On sort du spectacle, je l'avoue, sonné, épuisé, mais totalement ébahi par la performance organique, vivante, cauchemardesque de l'immense talent des interprètes qui passent du rêve américain au traumatisme. Et c'est un théâtre qui serait, comme on dit, un peu en miroir de notre époque agitée. Absalon, c'est au théâtre de l'Odéon de l'Europe jusqu'au 11 avril. Merci beaucoup Hélène Kultner. Avec plaisir. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Et bonjour Cyrielle et bonjour Jean-Claude Barny. Bonjour. Jean-Claude, je suis très impressionnée d'être devant vous aujourd'hui. Pas parce que vous avez un parcours exceptionnel, autodidacte et engagé. Pas non plus parce que vous avez collaboré avec des figures emblématiques du cinéma français. Et pas non plus parce que votre cinéma est un cinéma nécessaire au service de la mémoire et de l'histoire. Non, si je suis très impressionnée d'être devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'après avoir vécu en métropole pendant des années, vous êtes retourné vous installer en Guadeloupe, là où vous avez grandi, pour écrire votre premier long métrage, Nègre Marron. Qui réussit à quitter la grisaille parisienne et à se motiver à écrire un premier long métrage à Pointe-à-Pitre ? Parce que moi, quand je vais en Guadeloupe, c'est pour me dorer la pilule et faire des randos. Je suis toujours en fait fascinée par les gens qui ont une vraie force de caractère et qui se tiennent à leur plan. C'est aussi parce que j'ai un mental de chips. Quand je dois travailler et qu'on me propose d'aller boire un verre, je dis « Ok, mais juste une bière ». Et on me retrouve à 4h du matin et à 4 grammes à brailler sur Céline Dion sur le comptoir d'un bar. La semaine dernière, j'étais au ski. Il a fait très beau. Je savais que je devais écrire cette chronique. L'appel du vin chaud, de la raclette et de la piste verte a été plus fort. J'ai écrit cette chronique ce matin et ça se ressent sur moi un petit peu. Pas du tout. Mais il faut choisir ses combats. J'ai une capacité de concentration similaire à mon algorithme TikTok. Une vidéo de chat, une vidéo de quelqu'un qui nettoie son tapis et une vidéo de recettes pour des pancakes hyper protéinés. Ça part un peu dans tous les sens, c'est pas très digeste, mais j'y mets toujours beaucoup de cœur. Moi, je suis aussi très admirative, car si j'en crois votre fiche Wikipédia, votre premier rôle était dans le film Métis de Mathieu Kassovitz. Vous jouiez le personnage de gros relou en boîte. Alors, j'ai plein de questions, notamment quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce rôle ? Est-ce que vous avez eu un coaching privé avec Gérard Depardieu ou mon ex ? Je ne sais pas. Voilà, on pourra en reparler. Ensuite, il y a eu votre premier film en tant que réalisateur qui s'appelle Putain de porte. Ça m'a émue parce que moi, j'aurais pu réaliser putain de table basse ou putain de chaise ou putain de trucs qui traînent dans le salon, tellement je me cogne dans mes meubles.
Mais le plus incroyable, c'est que dans ce premier long métrage, il y avait entre autres Benoît Magimel, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz et Léa Drucker. Moi, le premier court-métrage auquel j'ai participé il y a 10 ans, un de la bande est devenu comptable, l'autre a fait un burn-out après une carrière express dans le consulting, et la dernière fait maintenant du miel en Ardèche. On l'embrasse. Autant vous dire, peu de chance pour que qui que ce soit gagne un César. Mais vous, Jean-Claude Barny, vous avez du flair. Vous avez notamment travaillé sur le casting de La Haine. Si vous n'aviez pas été là, peut-être que l'avenir du cinéma français aurait été très différent. Moi, par exemple, je suis plutôt comédie franchouillarde, donc je pense qu'à votre place, j'aurais proposé Christian Clavier pour jouer Vince. Et c'est sûr que c'est à moi que tu parles. Ok. Aurait peut-être eu un tout petit peu moins d'impact sur la société. On ne sait pas, on ne saura jamais. Parce que s'il y a bien un point commun à tout votre parcours, c'est un besoin d'impact et de sens. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que vous êtes là pour nous parler de Fanon, le dernier long métrage que vous avez réalisé sur Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique et l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste, figure majeure de l'anticolonialisme. Il a notamment écrit le livre « Les damnés de la Terre », que je croyais avoir lu. Mais quand je me suis replongée sur cette chronique, j'ai réalisé que je n'avais lu que la préface écrite par Jean-Paul Sartre. Voilà. Donc que la partie écrite par un homme blanc, finalement. Le livre étant un essai sur le colonialisme, l'aliénation du colonisé et les guerres de libération, je pense que ça aurait été judicieux que je lise l'ensemble. Mais comme j'ai une tendance à avoir du mal à me concentrer, j'irai plutôt voir le film Fanon qui sort cette semaine au cinéma. Merci beaucoup, Adèle Salomon. Ah, c'est du talent. Et voilà, du talent. Non, mais franchement, je veux dire pourquoi, parce que je regarde les chroniques, hein, et puis souvent on les démasque très rapidement. Mais elle, du début à la fin, elle arrive à surfer entre le réel et puis aussi son univers. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Adèle Salomon. À très vite, évidemment, sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Jean-Claude Barny, Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques petites phrases pour recueillir une anecdote, un sentiment, une émotion. La première étant « Est-ce que vous pensez que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ?» Non, je pense qu'il y a quelque chose que moi j'appelle le temps présent et que ce qu'on rate, à un moment, peut se reproduire. Il suffit de prendre l'expérience de ce qu'on a raté. Est-ce que le savoir, pour vous, c'est le pouvoir ? Très difficile, parce que les hommes de pouvoir ne sont pas réellement des sachants. Et parfois, ceux qui savent, on ne fuit du pouvoir, quoi. C'est compliqué. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. Non, mais je pense qu'il faut faire de sa vie un rêve, quoi. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est deux époques. Je pense que dans l'époque de Cro-Magnon, il fallait se prémunir avant d'être dévoré. Puis je pense que dans ce monde moderne, on est capable quand même d'avoir des sentiments beaucoup plus sereins envers les autres. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. C'est de Martin Luther King. Ouais. C'est une grande phrase, et elle est beaucoup plus philosophique que dans l'action. C'est pour ça que j'ai un regard sur Martin Luther King très nuancé, parce que c'est évidemment un personnage qui est rempli d'humanité, et parfois je pense qu'on est effrayé que s'il y a action derrière. C'est compliqué, ça aussi. Pour terminer, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ouais. Non, allez hop, la vie est un mystère. Ok. Pour terminer, une philosophie de vie ou une citation qui vous accompagne à vous, peut-être même un conseil qu'on vous a donné, Jean-Claude Barny, vous diriez quoi ? Ah oui, moi j'ai un conseil qui est basique. Oui, mais ça peut. C'est un peu Villiers le Bel. Ah. Non, mais on m'a toujours dit que quand on a envie d'aller très loin, il faut être toujours en dessous des radars. On a moins de chances de trouver des obstacles. C'est-à-dire ? Moi, je pense que plus on est discret, et plus on peut aller beaucoup plus loin. Et le jour que vous êtes vraiment fort et puissant, entre guillemets, positivement, on a moins de gens qui vous écartent. Il faut rester très longtemps discret dans sa réussite. Ça permet de durer. Exactement. Parce que si on est sous le feu des projecteurs, on a envie de nous éteindre. C'est ça. Ce que vous diriez. Totalement. Jean-Claude Barny, on va faire tout de suite votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J.
Comme toujours à la fin de cette émission, on va débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait à vue par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Claude Barny. Bonjour Judith. C'était très très intéressant tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si vous passez au-dessous des radars, mais en tout cas vous avez appris et vous faites énormément de choses. Et alors vous avez donné 3 adjectifs qui vous caractérisaient: authenticité, abnégation et lucidité. Mais il en manque un quand même, parce que la curiosité est revenue tellement de fois dans cet entretien. Et non seulement ça vous caractérise, mais ça vous a donné l'énergie pour aller plus loin, pour aller chercher toujours d'autres choses, faire de nouvelles découvertes. J'ai appris donc que vous aviez découvert des comédiens vraiment... c'est pas n'importe lesquels, parce que votre court-métrage là avec Léa Drucker, Magimel, Kassovitch, Cassel, bon, vous avez un carton plein en fait. Donc cette curiosité, j'entends, vous fait trouver, écouter, enfin vous arrivez à entendre et à écouter des choses et à sentir chez les autres quelque chose que peut-être tout le monde n'entend pas ou ne voit pas. Et voilà, vous savez découvrir des pépites. Je suppose que c'est aussi des pépites au quotidien, en fait. C'est pas juste des gens célèbres, puisque votre dernière phrase laisse entendre que bon, la célébrité, tout ça, l'argent, d'ailleurs, on l'entend au cours de tout l'entretien, c'est pas ça qui vous fait courir. C'est pas de cette curiosité-là dont il s'agit, plus de notoriété, plus d'argent. Là, on a compris que c'était pas ça. Je trouve que ce mouvement que vous faites, c'est-à-dire vous quittez la Guadeloupe et puis alors vous avez une vie tout à fait métropolitaine dans la banlieue avec tout ce que ça représente et qui va sans doute se traduire dans la haine, enfin de Kassovitch. Et puis ce retour à vos racines et à partir de là, donc je comprends que vous êtes maintenant entre les deux, ou parce que vous l'avez pas dit, mais non, je suis en Afrique à Abidjan. D'accord, donc là vous êtes à Abidjan. Ouais. Mais vous faites des films qui traversent les océans, on va dire. C'est ça. Voilà, avec Frantz Fanon, qui est donc quelqu'un aussi qui a voyagé, qui se retrouve... Bon, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que l'histoire de Frantz Fanon, qu'on connaît très peu, finalement, on connaît son nom beaucoup. Maintenant, cette histoire d'Algérie, le fait même qu'il va se retrouver... Alors, psychiatre, moi je suis psychologue et psychanalyste, alors évidemment, ça m'a parlé. En plus, le courant de l'antipsychiatrie dont Frantz Fanon va découvrir des prémices, en fait, à travers tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est passionnant, c'est-à-dire redonner sa place au sujet humain, redonner sa place de sujet aux gens, y compris s'ils sont déficients mentalement, comme on peut le dire. Donc retrouver à travers ça, justement... l'humanité, et puis cette expérience un peu drôle, particulière, il arrive dans l'Algérie, vit le racisme des Blancs, des coloniaux, mais aussi des Algériens, et il se retrouve, c'est marrant aussi, avec des Juifs et des Algériens à l'hôpital, puisque tout le monde s'en va, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des choses qui ont pu se passer dans les années 70 en France, en fait. Toute cette démarche-là, à travers la psychiatrie, qui vient aussi d'ailleurs donner un coup, enfin rappeler que Hitler avait aussi commencé par gazer des handicapés mentaux, des handicapés physiques. Donc c'est pas rien en fait. Et ça ressemble un peu du coup à votre parcours, parce que lui il va en Algérie, elle est française à ce moment-là, l'Algérie. Il se retrouve dans un environnement très métissé. C'est un peu la banlieue, là. Des Juifs, des Arabes. Ouais, vous parlez de Villiers-le-Bel. Donc là, j'ai entendu qu'il y avait quelque chose de Frantz Fanon. Mais alors, pas avec le côté radical. Peut-être que c'est ce que vous avez dit quand vous avez dit abnégation. En tout cas, vous n'êtes pas dans le... Et puis, lucidité. Alors, lucidité, vous voyez un peu ce qui se passe autour. Vous n'êtes pas si naïf. C'est ça, sans doute. Et puis, l'authenticité, c'est sûr qu'on l'a ressenti pendant tout le temps de cet entretien. Donc, je comprends qu'il y a des grands... Vous menez vos combats à votre manière. Voilà, des combats pour restituer de l'humain, pour restituer du sujet. Et donc, beaucoup aussi, de fois, vous avez dit qu'il fallait prendre des leçons de l'histoire, des leçons de ce qui était passé avant nous, et aussi, à la fin, avec ce moment-là de phrases qu'on commente. Là, vous avez dit, finalement, ce qu'on rate peut se représenter, juste si on peut prendre la leçon de ce qu'on a raté.
Et oui, parce que sinon on rate tout le temps en fait. On répète le ratage. Et c'est vrai que cette idée de s'inspirer de ceux qui étaient avant nous et des histoires qui sont passées, c'est sans doute dans le film Fanon et dans d'autres œuvres que vous avez faites. Voilà, ça renvoie quand même à toutes ces petites histoires là, les maximes de nos pères qu'il y a dans le judaïsme, ce côté très fort de la transmission et le fait qu'on répète tout le temps l'histoire pour essayer d'en tirer quelque chose au présent. Voilà. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. J'adore les psychiatres. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Et c'est pas forcément le cas de tous d'adorer les psychiatres, hein. Je vous le garantis, Jean-Claude Barny. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur Radio J. On a choisi un titre MC Solar comme dans un film. On s'est dit que c'était pas mal que ce soit comme dans un film. Vous êtes venu nous voir pour la réalisation du film Fanon en salle ce mercredi sur la vie du psychiatre Frantz Fanon. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez. Ouais, c'est dit tellement de belles choses ici que je suis très ému vraiment. Et je le donne ce mot-là, c'est que voilà, j'aime beaucoup les gens de talent. C'est un peu ça qui me guide. Je me sens des fois tout petit, mais à ma place auprès d'eux. Et tout ce que j'espère, c'est que tous ces talents-là œuvrent pour une vraie mission et qu'on puisse continuer à faire grandir ce monde. Merci beaucoup Jean-Claude Barny d'être venu nous voir aujourd'hui en direct sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïef. Merci à tous les deux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Delphine Orviller pour son livre Comment parler de la mort aux enfants, sorti aux éditions Grasset. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Belle écoute et à demain sur Radio J.